Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast L'Art des Livres que je diffuserai également sur ma chaîne YouTube Mes mots d'Adrien. Et comme à chaque fois, vous trouverez toutes les informations et tous les liens, que ce soit pour mon podcast, les réseaux sociaux, le Discord sur lequel maintenant vous êtes de plus en plus nombreux. Je crois qu'on est presque 750 maintenant sur le Discord à échanger au quotidien sur la littérature, la chaîne YouTube, enfin bref. Vous aurez tous les liens dans les descriptions de cet épisode. Aujourd'hui, nous allons évoquer un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, tant dans la manière dont il est écrit que sur le sujet qu'il aborde. J'ai nommé Deux femmes et d'acier de Cécile Chabot aux éditions de l'Archipel. Et je reçois pour cela donc Cécile Chabot. Cécile, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Adrien. La vie de Nicole Mangin est évoquée donc dans ce livre. C'est un roman passionnant. J'aurais pas mal de questions à ce niveau-là sur donc Nicole Mangin, qui était l'unique femme officiellement médecin envoyée sur le front durant la Première Guerre mondiale. Elle naît en 1878 et tu racontes depuis sa jeunesse, son parcours, son mariage, l'échec de son mariage, et puis après ses études de médecine, son rôle également dans la médecine, qui dépasse également celui qu'elle a eu pendant la Première Guerre mondiale, et puis après son rôle absolument remarquable durant la Première Guerre mondiale, et elle écrit à un moment où on est en 1919, et elle sent qu'elle est sur la fin de ses jours, et Oui, elle va essayer de trouver les forces pour essayer de raconter sa vie et de revenir sur son existence. c'est ça. C'est un bon résumé. Voilà, et effectivement, elle est à la fin de sa vie et c'est un grand retour en arrière sur l'intégralité de son existence. Justement, du coup, on a cette période d'alternance entre elle, qui en 1919 écrit, épanche ses émotions, ce qu'elle ressent à ce moment-là, et puis également ensuite un retour sur les différentes étapes de sa vie. Moi, je voulais te demander comment tu as eu connaissance de ce personnage, parce qu'on ne la connaît pas forcément, ça fait partie des injustices de l'histoire, et qu'est-ce qui Ouais. t'a poussé à vouloir écrire sur elle? Alors, on la connaît un peu du côté de Verdun, mais c'est vrai qu'au niveau national, vraiment très très peu de gens connaissent Nicole Girard-Mangin. Je l'ai découverte en lisant la presse ancienne sur Gallica, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, et je retrouve comme ça des personnages oubliés. Je l'avais déjà fait avec mon premier roman Rachilde, homme de lettres, et donc j'ai trouvé un article sur la prophylaxie et dans laquelle il était question de cette femme, cette Nicole Girard-Mangin. Donc évidemment j'ai commencé à chercher s'il existait des choses sur elle, parce que je me suis aperçue que c'était une femme médecin. Et sur Internet, il y avait quasiment rien. Alors, évidemment, enfin, s'il y avait une biographie que je me suis tout de suite procurée, dans laquelle il y avait quand même quelques erreurs. Mais donc voilà, ça a été le début de l'enquête sur cette fameuse Nicole. Et donc ce personnage que je me suis vraiment approprié, puisque j'ai commencé des recherches sur sa vie. Je me suis rendue dans sa famille qui m'a d'ailleurs ouvert les portes de son intimité, sa correspondance, ses journaux, des petits bouts des fragments de feuilles qu'elle avait pu écrire sur le front, des photos, et voilà, naturellement ça m'a donné envie d'écrire sur elle, parce qu'elle a une vie extrêmement romanesque. Et tu choisis le genre du roman pour écrire sa vie. Est-ce que pour toi ça a été de suite évident de choisir le genre romanesque à la première personne, ou est-ce que tu as hésité à faire une biographie classique? Alors, biographie classique, ça c'était complètement exclu, parce que je trouve que c'est beaucoup trop rigide. Et puis moi, je suis trop littéraire je veux dire, pour être dans un cadre aussi sérieux. Donc non, non, évidemment, je voulais écrire un roman. J'avais écrit Rachilde à la troisième personne. Et je me suis dit que là, ce serait peut-être intéressant, justement parce que j'avais eu accès à tous ces documents intimes. Je me suis dit, tentons la première personne, et ça a été,
ça a été, je sais pas si ça a été une bonne idée, mais en tout cas, ça m'a permis vraiment d'entrer en elle et de vivre avec elle, la première guerre. Et je pense ce qui est un peu original, c'est la vision de la première guerre par une femme. Moi, j'avais lu beaucoup d'œuvres, j'avais lu Barbus, j'avais lu Genevoix, mais on n'a pas de regard de femme sur le front. Voilà, on peut avoir peut-être même des regards d'ange blanc, d'infirmière, mais pas de médecin au front. C'est intéressant pour un historien, c'est intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à la Première Guerre mondiale, et puis c'est surtout intéressant pour les féministes qui s'intéressent aux pionnières, puisque c'est une femme qui a ouvert beaucoup de portes. Non seulement elle a été la seule femme médecin française de la Grande Guerre, mais avant, il y a effectivement, tu le disais tout à l'heure, ce parcours d'étudiantes en médecine, de spécialistes du cancer, de spécialistes des maladies contagieuses, pardon, et voilà, elle a divorcé en 1910, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. Voilà, c'est vraiment c'est une femme forte. Donc ce roman, à plein d'égards, il peut comment dire, intéresser plein de monde, parce que voilà, il y a plein de points de vue différents. Avant même la Première Guerre mondiale, alors il y a tout son parcours professionnel qui est pas évident. Il faut qu'elle lutte aussi dans un monde qui est rempli de misogynie, il faut le dire, et d'obstacles qui veulent pas forcément qu'elle progresse ainsi même dans les sphères de l'université médicale. Et il y a ce divorce que tu évoques. Effectivement, elle divorce avec son mari parce qu'il commet une faute. Je veux dire, ce n'est pas sa faute à elle. Et ce qui est intéressant, je trouvais, et je voulais que tu reviennes dessus, c'est qu'à plusieurs moments dans le roman, elle doute, parfois elle se dit même, bon, peut-être que c'est pas si mal ce qu'il a fait, c'est pas si grave, et allez, peut-être que, puis en fait, non, elle se reprend quand même assez vite, non, c'est quand même sa faute à lui, et je n'ai pas à le plaindre, j'ai même pas, moi, à me mettre dans une position de responsable autant que lui, et je trouve que ça, c'est, bon, tu l'écris aujourd'hui, en 2024 ou 2025, j'ai plus la date exactement de la date de parution, mais, donc c'est, voilà, dans sa modernité actuelle, mais je trouve que c'est très fort de lui faire dire ça, alors qu'on est au début du XXe siècle. C'est vrai que, au début du XXe siècle, pardon, beaucoup de femmes étaient complaisantes face à ce genre de situation. Étant donné qu'elle a divorcé, elle a forcément choisi de ne pas l'être. Donc il fallait que je me mette dans cet état d'esprit-là, et c'est un état d'esprit qui est résolument moderne. Ne pas accepter d'être trahi, se dire voilà, je fais fi du jugement de la société, je divorce. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement moderne. Donc, effectivement, parfois j'ai écrit, c'est ma plume, donc ce sont mes messages, mais je pense pas avoir trahi sa pensée, parce que dans ses actes, c'est une femme moderne. L'un des symboles, je trouve, du fait que vraiment il n'y avait aucune femme médecin, que ça a été la seule, et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est passionnant comme roman, c'est déjà même jusqu'à l'uniforme. Ils n'avaient pas d'uniforme pour une médecin femme, donc ils ont été jusqu'à innover. Je te laisse peut-être développer là-dessus, mais je trouve que c'est un symbole, cet habit, et il y a beaucoup d'histoires sur des uniformes, sur des habits pendant la Première Guerre mondiale. Ça en est une, je trouvais ça passionnant dans ton livre. Oui, rien n'avait été prévu pour une doctoresse française, hein. Madeleine Pelletier, qui était une célèbre psychiatre à l'époque, a été vraiment refoulée comme une malpropre. On ne voulait pas de femme médecin sur le front. Et bon, on en parlera. Il aura fallu cette erreur administrative pour qu'elle soit acceptée, enfin qu'elle se fasse accepter, parce qu'on a voulu la renvoyer aussi. Et il n'y avait pas d'uniforme prévu pour les doctoresses françaises, donc elle a eu, on lui a dégoté cet uniforme anglais, et elle se balade avec cet uniforme de doctoresse anglaise, et puis avec sa chienne Dain, comme Verdun. Et ça, je l'ai pas inventé non plus. Donc c'est tout un tas de petits détails qui en fait
font un roman alors que c'est une vie, et moi, c'est ça que je trouve absolument formidable. Et je suis un peu comme mes élèves qui me disent à la fin d'une histoire, qui me disent madame, elle est vraie l'histoire, ou il a existé le personnage. Et moi, c'est vrai que quand l'histoire a été vraie, quand l'histoire a été réelle, ma foi, bah ça me, enfin, je suis toute toute frétillante, quoi. Donc, c'est vrai que cette femme, en plus, elle a existé, et je trouve ça génial, quoi. Et toutes ces petites choses, moi, me ravissent. La forme romanesque de votre livre fait que il y a cette liberté romanesque peut-être sur laquelle j'avais envie de vous interroger. Est-ce qu'il y a des éléments que vous avez inventés? Est-ce que bon, je sais plus de qui était la formule qui disait que dans un roman tout est vrai et tout est faux. Mm. Est-ce que voilà, vous lui avez imaginé des sentiments, des ressentiments à l'aune du XXIe siècle dans lequel vous l'avez écrit, ou est-ce que voilà, vous êtes inspiré, ou là vous avez retrouvé des écrits d'elle qui pourraient vous avoir fait dire qu'elle pouvait ressentir ça à ce moment-là. Voilà, quelle a été votre part de romancière dans cet écrit? Alors moi, je suis une fanatique névrosée du naturalisme. Donc, moi, j'aime que les choses soient justes, que les choses soient vraiment ancrées dans le réel, mais le réel plus que réel. Donc, beaucoup de choses, la majorité des choses, enfin des éléments sont vrais. Et il y a même, je vais vous dire, comme je vous disais tout à l'heure, je parlais de petits fragments de choses qu'elle a écrites au front. Donc l'histoire du poilu qui vient la voir et qui lui dit, enfin qui sait pas trop comment lui parler, et qui lui dit, oh, bah, vous êtes très dévoué pour les bons hommes, et c'est finalement la seule chose qu'il arrive à lui dire, et elle est très émue. Ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, et donc je l'ai transcrit, et je l'ai mis dans le roman. Quand elle est dans son préventorium, et que certaines dames viennent soi-disant pour l'aider, et en fait il s'avère que ce sont des perruches qui viennent juste pour bien se faire voir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'elle a écrit, et dont elle se moque. C'est une satire de la société de l'époque. Maintenant, bien sûr, il y a 2 mois, j'ai forcément mis un peu de moi, beaucoup de moi. Je pense que de toute façon, dans tous les romans, l'auteur met de soi. Mais oui, bien sûr, dès qu'il y a quelques zones d'ombre, je m'y engouffre, et je mets de moi. Maintenant, pour ce qui est des scènes de guerre, je me suis extrêmement documentée. Il y a une scène que Nicole n'a pas vécue, mais qui a été vécue en revanche par une infirmière de guerre. C'est la scène, on va pas tout dévoiler aux auditeurs, mais la scène quand les Allemands pénètrent pour tuer des malades. Ça s'est vraiment passé. Ça s'est pas passé avec Nicole, mais c'est une scène qui a réellement eu lieu. J'ai vraiment fait en sorte que les scènes de guerre soient soit crédibles, vécues, réalistes. Enfin voilà, disons que c'est dans ces messages personnels que parfois je me suis invitée. Voilà, mais vraiment j'ai quand même essayé de ne pas trahir ce qu'elle était au regard de ce que j'ai lu. Cette scène-là que vous évoquez, elle est vraiment tragique, elle est assez impressionnante, et ouais, ça fait partie des scènes très fortes de votre roman. On m'en a beaucoup parlé de cette scène, elle a visiblement beaucoup choqué. Et en même temps, je suis contente de l'avoir mise, de l'avoir couchée sur le papier, et de l'avoir mise au jour, parce que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est un truc que j'ai trouvé, encore une fois, sur Gallica, perdu au fin fond de ces archives. Gallica, c'est une merveille. Il faudrait vraiment donner une visibilité bien plus grande, parce que tout ça se perd, et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a des événements, des personnages qui sont là, qui sont dans des archives. Je dis même pas dans la poussière, parce que tout est numérisé, mais enfin, ma foi, c'est perdu, et c'est dommage. Alors, avant la guerre, elle a un parcours de médecin. Qu'est-ce qui, déjà dans son parcours avant la guerre, vous a déjà marqué
la vie de cette femme et qui est remarquable et qui, même sans la guerre, aurait presque pu mériter qu'on écrive sur elle. Elle a marché dans les pas de Marie Curie. Alors, elle n'était pas évidemment, elle n'a pas eu le génie de Marie Curie, mais enfin, moi, j'ai souvenir justement dans les documents qui m'ont été accordés de voir une photo d'elle où donc elle est à Vienne dans un congrès sur la tuberculose. Et alors, il y a plein d'hommes. La photo est blindée d'hommes, donc ils sont tous en costume, en noir, en frac. Et elle est là, toute petite, toute mignonnette, en blanc, avec sa robe. Et en fait, cette photo, elle est très très parlante parce que voilà, elle est la seule, elle est la pionnière, elle est la seule dans un monde exclusivement masculin et on le voit c'est sur cette photo, c'est très touchant. Et puis j'ai eu aussi c'est vrai en main alors ça c'est son arrière petit neveu qui me l'a montré. J'ai eu sa thèse sur les poisons cancéreux. Voilà, il me l'a montré, donc c'était ça aussi, c'était très émouvant de voir sa thèse, de la voir en main. Bon, naturellement, je comprenais rien du tout, hein, mais en tout cas, c'était voilà, de pouvoir toucher. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai un rapport au papier, que je pense comme tous les amoureux de la littérature. J'ai un rapport très charnel au papier, aux odeurs de papier, et d'avoir cette thèse dans les mains, c'était un beau moment. Est-ce que vous pouvez revenir un peu également sur la Première Guerre mondiale, justement, sur son parcours? Est-ce que elle est au début un peu rejetée par les hauts gradés, mais est-ce que déjà les poilus du front, eux, comment ils réagissent à la présence de cette médecin femme? Et puis voilà, comment évolue un peu le regard vis-à-vis d'elle? Et qu'est-ce qui explique, selon vous, qui aviez beaucoup travaillé sur elle, que malgré tous les actes qu'elle a pu faire et tout son héroïsme, elle ne soit sortie de la guerre sans aucune reconnaissance honorifique? Et heureusement, les décennies d'après la guerre ont corrigé cette erreur, mais qu'est-ce qui explique? Vous allez me dire que c'est une femme, oui, ça doit être certainement la seule explication, mais Oui. c'est-à-dire que c'était impossible de décorer une femme, ou il y a d'autres choses? C'est quand même là profondément injuste. Oui, c'est profondément injuste et finalement, heureusement que les choses évoluent. Euh, Évidemment, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique, je me l'explique d'autant moins que, alors toujours durant la guerre n'était pas terminée, elle a travaillé avec Marie Curie dans un hôpital-école pour former des infirmières. Je sais même, je crois savoir, il faut que j'aille vérifier ça, mais je crois que l'hôpital école dans lequel elle a travaillé, dont elle était la directrice, je crois que la plaque qu'il y a dans le 15e mentionne Marie Curie, mais ne la mentionne pas. Donc on est vraiment dans une injustice totale, quoi. Mais bon, enfin, c'est pas grave, hein. Ça y est, le jour est venu. Voilà, on va réparer cette injustice. Mais non, bien sûr, je ne m'explique pas du tout. Je ne m'explique pas du tout ça. Et pour répondre à votre première question, là, ça a été difficile avec les hauts gradés. Mais ça a aussi été difficile avec les poilus, notamment alors au début de la guerre, quand elle doit les vacciner. Déjà, parfois, le fait que les vaccins, enfin, un vaccin n'est pas forcément bien accepté par un soldat, et puis voilà, inoculé par une femme, c'est encore pire. Donc, elle a évidemment dû faire face aux réticences d'à peu près tout le monde. Et puis, elle s'est faite accepter parce que les poilus se sont bien aperçus, les soldats se sont bien aperçus qu'elle était aussi compétente, voire plus compétente qu'un médecin homme. Et puis il y a aussi cette relation particulière à la guerre qui se noue entre alors les infirmières, mais finalement elle était plus qu'une infirmière, mais en tout cas entre la femme qui soigne et le poilu. C'est vraiment une relation qui est différente du médecin homme avec le poilu. Il y a une relation assez maternelle, voire une relation de séduction. Ça, il y a des livres qui ont été écrits dessus.
Donc oui, il y a un lien privilégié qui s'est noué avec, entre Nicole et ses poilus. Et d'ailleurs, la seule reconnaissance qu'elle ait eue, c'est une plaque qui a été gravée par ses poilus, avec une citation de Rudyard Kipling, dont je parle dans le livre, et que j'ai vu aussi dans sa famille. Et une plaque écrite pendant la guerre, hein, c'est ça, ouais. Oui, ça a été un cadeau qu'ils lui ont fait sur place. Donc je ne sais même pas comment où est-ce qu'ils ont pu aller faire frapper cette médaille. Mais encore une fois, voilà, je me permets de faire ce parallèle, mais c'est un peu comme les profs. Hein. Un prof, la reconnaissance vient des élèves, mais pas des hautes sphères. Hein. C'est un peu la même chose. Et pourquoi les profs ont la vocation de continuer, et pourquoi et je vous parle de reconnaissance de cause, voilà, hein, je fais pas ça pour le salaire, ou je fais pas ça pour la reconnaissance de ma hiérarchie. Je fais ça parce que je vois l'amour de mes élèves, la façon dont ils grandissent, la façon dont ils arrivent à se sortir de situations, la façon dont ils ont les yeux qui brillent quand ils finissent par comprendre un classique. Et voilà, et il y a une espèce de parallèle que j'ai pu faire aussi quand je me suis aperçue du lien qu'il y avait entre les poilus et Nicole. Vos élèves ont lu votre livre? Certains d'entre eux l'ont lu? Alors, certains bons lecteurs ont commencé. Je vais pas, mais en fait, je l'ai pas mis dans ma classe. Dans ma classe, j'ai un coin lecture parce que j'ai la chance d'avoir une grande salle, et je n'ai mis, mais c'est une erreur. Je pense que je vais mettre 1 ou 2 exemplaires de Femmes et d'acier, notamment les troisièmes. Il y en a 2 ou 3 qui l'ont commandé, mais non, ils ont surtout lu Prof, parce que c'est pas forcément des grands lecteurs, et puis ça les amuse, et puis c'est eux. C'est leur vie, donc forcément, vous savez, les ados, c'est des petits nombrils sur pattes, il faut que je mette quelques de Femmes et d'acier dans ma bibliothèque. Mais je n'osais pas trop parce que je trouvais que ça faisait un peu crâneuse. Mais je vais le faire. Au contraire, c'est super intéressant, c'est génial pour des élèves de savoir que leur prof écrit aussi des livres. Mais ça, ils le savent, et ils sont très très fiers de ça. Et c'est vrai que ça a un peu changé nos rapports. Alors, ils me respectaient, hein, il n'y avait pas de problème, mais c'est vrai qu'il y a encore une autre dimension, et surtout, je peux leur faire valoir le fait que l'écriture sert à quelque chose, parce que pour eux, il faut que les choses servent. Si ça sert pas, ça sert à rien. Donc certains sont persuadés que j'ai un salaire mirobolant, enfin que je gagne plein d'argent. Bon, je leur ai dit que non, mais ils ne me croient pas. Mais voilà, il y a un rapport un peu différent depuis que j'écris, et depuis que je suis dans les médias. Ils sont tout fous, quoi. Bon. Mais ils voient bien que de toute façon, je suis la même, que je m'occupe d'eux de la même façon. Mais ils aiment bien savoir que j'écris des livres. Il faudra leur parler de cette vidéo sur YouTube, alors il faudra leur montrer ça. Évidemment. Ils suivent tout, hein. D'ailleurs, je continue juste un petit peu la parenthèse avant de revenir sur Nicole, mais elle nous pardonnera. Quel type de livre ils aiment lire, les bons lecteurs en tout cas, et voilà, quel rapport ils entretiennent avec la littérature en dehors des livres qu'ils doivent lire pour l'école? Oui, alors donc là je parle des bons lecteurs, enfin des lecteurs, des lecteurs, quoi. Et ils sont pas très nombreux, mais ce serait plutôt de la new romance, ou alors des livres comme moi, très honnêtement, j'y connais pas grand chose parce que c'est pas mon type de littérature. Mais ouais, c'est ça, c'est de la new romance ou de la dark romance. Voilà, c'est pas des trucs. Donc moi, j'essaye à chaque fois de pousser vers des classiques. Et ils sont pas réticents, hein, vraiment. Je fais beaucoup lire les nouvelles de Maupassant parce que c'est comme ça que je les fais rentrer dans la littérature. Et les nouvelles de Maupassant, vraiment, ça fonctionne très très bien, très très bien. Aussi parce que c'est pas très long. Mais voilà, les nouvelles à chute de Maupassant ont beaucoup de succès. Pour revenir donc
à votre livre. Qu'est-ce que vous avez remarqué en lisant les archives, en lisant, heu, des ouvrages, des textes sur, Nicole Mangin, son attitude pendant la guerre? Est-ce que au delà d'être une femme qui méritait évidemment qu'on s'y attarde, est-ce que son comportement également en tant que médecin a été, remarquable, a été noté, pendant la Seconde Guerre mondiale? Il y a pas grand-chose sur Nicole. Euh, il n'y a pas grand-chose parce que justement elle était une femme et je crois qu'aux archives militaires de Vincennes, il y a pas grand-chose. Et d'ailleurs par rapport à son décès, j'ai lu qu'il y avait quand même pas mal de théories, sur, son décès. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des erreurs dans une des biographies qui avait été écrite. Est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez trouvé, voilà la cause, en tout cas la plus probable de son décès? J'en ai parlé avec sa famille justement et pour moi pour moi il est évident que qu'elle s'est suicidée et dans sa famille ça fait pas de doute non plus. Euh, on m'avait parlé d'une hypothèse un peu farfelue. Enfin, je sais pas, non, je peux pas dire farfelue. On m'avait parlé d'une autre hypothèse, mais je ne sais pas. J'ai gardé cette hypothèse d'overdose médicamenteuse parce que ça servait mon récit. Il y a cette nuit qui n'en finit pas et on pense qu'elle attend le sommeil et elle attend la mort en définitive. Voilà, j'ai trouvé ça assez beau, assez romanesque. La presse de l'époque n'était pas d'accord avec ça. Elle a parlé d'une embolie pulmonaire, donc préféré être, ne pas parler de ça. Voilà. J'étais vraiment très touché également, dans la manière dont vous mettez en lumière le rapport à sa mère, dans, votre roman. Il y a un moment où elle doute parce qu'elle veut travailler sur le cancer, mais sa mère est en elle-même atteinte et décède et elle se dit: «À quoi bon travailler sur un sujet finalement où je ne peux vraiment rien faire même pour ma mère?» Et même lorsque elle va soutenir sa thèse, elle va penser à sa mère qui n'est pas là malheureusement et qui ne peut pas assister à sa réussite, professionnelle. Ça a été, un moment très touchant. Est-ce que c'est des choses que vous avez vues également en relisant, en lisant, en découvrant, en parlant avec sa famille? Et de même que son fils, si je me souviens bien, c'est Étienne, c'est ça, hein? Étienne, oui. Oui. Voilà, quel rapport lui, qu'est-ce qu'il va avoir ou est-ce qu'il va essayer de faire en sorte que soit reconnue sa mère dans les années, qui vont suivre son décès? Non. Non, non, elle a un rapport avec Étienne qui en fait est, ouais, elle va pas pouvoir s'en occuper et lui, on sait évidemment pas grand-chose sur Étienne, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que il va préférer, enfin, c'est son père qui va le garder et il va préférer aller du côté de cette vie un peu oisive, raffinée. Voilà, il va aller plutôt vers cette vie de richesse. Ça lui ira très bien. Voilà. Et par la suite, ils auront des rapports cordiaux. Elle va l'émanciper quand il aura 18 ans. Et il va mourir très jeune, hein. Il va mourir à 27 ans, je crois, après avoir fait son service militaire en Syrie. Moi, c'est son arrière-petit-neveu qui m'a reçu dans les environs de Verdun et puis qui m'a promené euh, voilà, dans les cimetières. J'étais allée le voir en octobre en plus, alors c'était... il y avait quelque chose, quoi. Il y avait une atmosphère. Et, j'ai également été, marqué par, la façon dont vous mettez en avant, dans votre roman également son rôle de passeuse. C'est-à-dire qu'elle a voulu enseigner, elle a voulu apprendre également à d'autres Oui, femmes, oui, notamment dans la prévention sanitaire, peut-être des choses oui. qui ne se faisaient pas forcément, dans les années 1900-1910. Une sorte de pas de haine, mais de détestation qu'elle va avoir également d'une sorte d'ambiance universitaire où elle va avoir face à elle à l'université des gens, voilà, ce qu'elle appelle des intellectuels, des philosophes, et elle a envie vraiment d'aller au cœur de l'action, et elle Oui, va enseigner, elle va transmettre. Ça, c'est aussi quelque chose de très fort, encore une fois, oui. où ce que vous parlez de fosse au lion, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment
très nombreux passages de votre livre, on a vraiment l'impression qu'elle doit prouver plus que les autres à chaque instant de sa vie professionnelle. C'est terrible, et pourtant, elle y parvient. En tout cas, elle semble y parvenir. Ah mais bien sûr, mais c'est une femme effectivement qui est dans l'action et bien sûr que c'est une femme qui veut transmettre et la tuberculose, c'est le mal du siècle, au début du XXe siècle, c'est la cause de mortalité, une des plus grandes causes de mortalité. Donc elle veut enseigner les gestes d'hygiène élémentaires. Elle sait que c'est comme ça que la France peut guérir. Et elle trouve que les hommes ne font pas assez de choses, et elle va travailler avec les pionnières de l'assistanat social, et je les évoque aussi dans le livre parce qu'il y a tout un terreau fertile de féministes d'exception qui ont été aussi totalement oubliés. Il y a plein de noms qui ressortent dans le livre, et ça, ce sont des femmes qui ont œuvré pour des femmes de gauche qui ont œuvré pour la France, pour les gens miséreux, pour les petites gens. C'était des humanistes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'il y a une phrase que j'ai notée, qui m'avait marqué. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites que elle ne pouvait pas, comme toutes les femmes, ne se contenter d'être une femme pour qu'on la considérât? C'est une phrase très très forte quand même. La femme à l'époque, je crois qu'on se rend pas bien compte, enfin, sauf évidemment à lire beaucoup de choses, à lire des témoignages, à lire la presse, et à lire aussi les écrits complètement oubliés des femmes de l'époque, des femmes d'ailleurs qui avaient des pseudonymes masculins, mais on ne se rend pas compte à quel point la femme à l'époque est muselée. Je veux dire, on est avec des féministes qui ont tout à faire. On se rend pas compte du travail parce en fait, on est très privilégiés, nous, les femmes d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, je parle avec vous, j'ai des tribunes, j'écris des livres avec mon nom, on m'écoute. Ces femmes n'avaient pas ces possibilités-là. Et il fallait qu'elles travaillent, mais d'arrache-pied, pour qu'on les considérât, subjonctif imparfait, pour qu'on les écoute. Oui, mais j'ai compris l'idée, effectivement. Moi, c'est vrai que j'ai déterré des écrits de femmes que j'imaginais même pas, même quand j'ai travaillé sur Rachid, des femmes journalistes, et puis je tombais sur un nom d'homme, et puis je m'apercevais en faisant des recherches que ce nom d'homme, c'était en réalité une femme, et celui-là aussi. Enfin, elles ne pouvaient pas être elles-mêmes. Si elles étaient elles-mêmes, elles étaient muselées, elles n'intéressaient pas. Maintenant, on tombe dans l'extrême inverse, parce que des femmes qui parlent un peu trop et qui desservent la cause des femmes. Bref. En plus, on va dire qu'elle ne cède pas forcément, enfin, elle ne cède S'-AIDE, dans le sens où elle va en plus avoir, en tout cas dans ce que vous lui faites dire, un discours, une opinion pas anti-patriote, c'est pas du tout le cas. Elle aime son pays, mais anti-militariste, elle n'aime pas cette guerre, et elle le pense, elle le dit même à plusieurs reprises. Donc, en plus d'être dans un milieu d'hommes, dans un milieu, au début de la guerre en tout cas, où les hommes, ils partaient, fleur au fusil, en tout cas pour les hauts gradés, j'imagine, il n'y avait pas ce discours-là, et j'imagine que ça ne l'a pas forcément aidé d'être en plus dans cette pensée-là, d'avoir cette opinion en 1914. Non, mais vous savez, ça c'est quelque chose qu'on nous a raconté, mais en définitive, là c'est pareil, si on se renseigne, les hommes de l'époque ne sont pas partis fleur au fusil. La plupart c'était des paysans, et ils n'avaient absolument pas envie de partir. Ça, vous savez, ça fait partie, et c'est très intéressant aussi, ça fait partie du roman national qu'on nous a fait apprendre. Et moi, je suis vraiment loin, s'en faut. Je ne suis pas une révisionniste de l'histoire, surtout pas, mais je suis très intéressée par le fait de lire des témoignages de l'époque et de comprendre
quelles étaient les pensées de l'époque, quels étaient les témoignages de l'époque, et pas justement ce roman qu'on nous a construit, et finalement de rencontrer des femmes comme Nicole, de rencontrer les femmes qu'elle a côtoyées, de rencontrer les hommes qu'elle a côtoyés aussi. Eh bien, ça donne une vision, une autre vision, peut-être plus humaine, de ce qu'on nous a appris de la guerre de 14. Lorsque je dis fleur au fusil, évidemment, je ne parlais pas des soldats de la base, comme vous dites, des paysans. Moi, je parlais plutôt des officiers, avec lesquels finalement elle a eu à lutter pour avoir plus de moyens, pour se faire sa place. Il y a quand même une partie de la littérature qui montre aussi que, voilà, chez notamment les anciens combattants, chez les intellectuels, les profs d'histoire, il y avait quand même cette volonté de pousser les gens à aller au combat. Et elle, c'est ceux que j'imagine qu'elle côtoyait dans certaines sphères. Et évidemment, je suis comme vous et j'ai lu également beaucoup de témoignages, de livres qui montrent bien. Rien que par exemple le sang noir de Louis Guillou, dont je parle régulièrement. Dans le sang noir, on voit bien que les jeunes y reviennent, il y a une mutinerie, ils n'ont pas envie d'y retourner, et ils sont poussés à y retourner par les profs d'histoire du village, par les anciens combattants. C'est pas eux qui ont envie, c'est plutôt les hauts gradés, les officiers. Et donc les officiers, c'est quand même ceux qu'elle côtoyait. Donc c'est pour ça que je parlais dans cette fosse au lion d'officiers de haut gradé, elle avait, je pense, quand même une position aussi un peu atypique, même si je pense qu'ils ne le disaient pas forcément tous, mais certains n'en pensaient pas moins, évidemment. Mais Nicole, elle a évidemment, c'est une patriote, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'elle va rester, malgré le fait qu'on va lui dire non, vous êtes une femme, on s'est trompé, il y a eu une erreur d'orthographe, rentrez chez vous. Elle va rester. C'est une patriote, mais au-delà de ça, bien sûr, c'est une médecin et elle va aider, mais ça lui fait pas plaisir de voir toute cette boucherie, cette chair à canon, et elle a évidemment, elle est prise à un moment, même à plusieurs moments, par le doute, parce qu'elle sent bien, comme ils ont été nombreux à le sentir, que cette guerre était une sale guerre. D'ailleurs, elle va en 1916, quand elle va être, après Verdun, quand elle va repartir à Paris, je pense que ça peut-être été un soulagement, parce que elle formait des infirmières, donc là elle continuait à soigner, mais il y avait le fait de former des infirmières. Elle essaimait plein de petites Nicole qui allaient essayer de penser toutes ces horreurs. Les horreurs, vous ne les cachez pas, vous n'épargnez pas le lecteur. Il y a de nombreux extraits, de nombreuses descriptions qui sont difficiles à lire, mais qui sont indispensables, qui sont nécessaires pour bien comprendre le contexte, l'ambiance et l'odeur de mort, l'odeur du blessé, les cris, enfin, je ne veux pas donner les détails, mais vous le faites beaucoup mieux que moi, et c'est parfois difficile à lire pour un lecteur, mais je trouve que c'est bien, enfin c'est bien, c'est nécessaire en tout cas de lire ça lorsqu'on lit un livre sur la Première Guerre mondiale, et de ne pas montrer une image héroïque, épique, positive de la guerre, mais montrer la guerre dans sa vérité. Non, je crois que ça c'est vraiment capital, et je reprends cette, je veux dire là, moi je suis une naturaliste, et d'ailleurs le roman, les horreurs de la guerre s'ouvrent avec cette scène de l'accouchement, où elle fait accoucher une civile, et qui est en fait un hommage à Zola, qui connaît Zola connaît l'accouchement dans la terre, l'accouchement dans Pot-Bouille, enfin toutes ces scènes absolument glauques, il faut le dire. Mais enfin, je voulais commencer. Donc c'était la genèse de la guerre, c'était cet accouchement. Mon éditrice m'a dit quand même, Cécile, c'est un petit peu difficile. Est-ce que tu es sûre que tu veux la garder? J'ai dit bien sûr, je veux la garder en hommage à Zola, en hommage à cette littérature que j'aime tant. Et puis parce que, encore une fois, vous l'avez dit, c'est nécessaire de dire les choses comme elles sont. Et j'allais pas torcher un accouchement en 3 lignes. Donc là encore, cet accouchement, je me suis renseignée, j'ai trouvé
j'ai trouvé des documents. Alors là, c'était un accouchement qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, au début 20e, et donc un accouchement qui s'était très mal passé, et c'était la plaidoirie du médecin qui avait fait mourir la jeune accouchée, et qui explique avec force détail comment il s'y est pris, et bon, il explique que ça s'est très mal passé. Donc là encore, moi je suis pas médecin, je suis pas sage-femme, mais il fallait qu'on rentre dans les détails, qu'on y aille au forceps, qu'il y ait du sang, qu'il y ait des glaires, et c'est pas par voyeurisme, c'est parce que c'est la vérité, et parce que quand on parle d'une femme de science, eh bien, on peut pas passer à côté de ce genre de détails. Bon, écoutez, j'aurais encore envie de discuter pendant des heures de ce livre parce qu'il est vraiment passionnant et il y aurait plein de choses à dire, mais bon, au bout d'un moment, on finira par dévoiler beaucoup trop de choses au lecteur et l'intérêt, c'est qu'ils aillent le lire. Et oui, c'est quand même l'intérêt. Donc, allez lire, je vous encourage vraiment. Je vous mettrai toutes les références là aussi en description, et la couverture avec mes superbes talents de monteur apparaîtra voilà, au milieu de la vidéo. Donc, Deux femmes et d'acier de Cécile Chabot aux éditions L'Archipel. C'est passionnant. Je tenais à vous féliciter pour ce livre et à recommander très chaudement sa lecture à nos abonnés. Mais avant de vous laisser, vous savez très bien que ici nous sommes dans l'art des livres, chez les Mémoires d'Adrien, j'aime bien demander des petits conseils de lecture, à la fois pour moi, c'est égoïstement, mais également pour les abonnés. Alors vous avez parlé de naturalisme à plusieurs reprises, de Zola. Alors est-ce que parmi les trois, alors je dis trois, mais si vous dépassez, que vous allez jusqu'à 3, 4, 5, on ne vous en voudra pas, bien au contraire. Est-ce que parmi vos références et vos recommandations, est-ce qu'on va y trouver du Zola? Mais à chaque fois que je fais des paris comme ça, je me trompe lourdement. Donc peut-être non, c'est horrible parce que ce genre de questions, on a l'impression, on en choisit un, on en choisit deux, on a l'impression d'être infidèle aux autres. Donc oui, alors j'en ai choisi. Bah, si j'ai le droit de dépasser un petit peu, c'est bon alors. Donc bon, si j'ai le droit de nommer un Zola, ce serait celui-là, ce serait l'œuvre. Parce que pour moi c'est le plus beau texte sur à la fois la création, la destruction, la déchéance. Bon voilà. Je vous dis juste mes livres ou je vous explique pourquoi ou... Non, c'est encore mieux si vous développez. Évidemment. Oui, non, bah, je fais rapide comme je, ouais, alors, donc l'œuvre évidemment l'œuvre. Voilà. Sinon, alors. Si j'étais sur une île déserte, c'est-à-dire vraiment un seul livre, parce que voilà, Le nom de la rose. Le nom de la rose, parce que c'est pour moi le livre qui contient le plus de références. C'est vraiment le livre qui parle au livre, et il y a toute une bibliothèque dans ce livre. Donc finalement, un seul livre, c'est celui-là. Voilà. Vous savez que j'ai fait une émission entière spécialement consacrée à ce livre, que j'aime beaucoup également, mais j'avais surtout reçu un passionné, un invétéré de ce livre. Il a lu plus de 30 ou 40 fois, il a vu le film autant de fois, c'est un épisode passionnant. Alors je le dis qu'il est passionnant pas de mon fait à moi, mais vraiment de fait de mon invité qui le connaît par cœur, donc je vous encourage à aller l'écouter un jour si ça vous intéresse. Ah oui, volontiers. Alors sinon, en fait, je m'étais dit, donc ça c'est les deux que j'avais mis de côté, je m'étais dit non, allez, pour une fois, essaie d'être un peu original, fais des trucs, bon, voilà. Donc en fait, j'en avais choisi 3. Donc cela. Je me suis pas trompé, il y avait bien Zola, donc c'est bon, je le note. Oui, mais après je me suis dit quand même, essaie de faire découvrir des trucs un peu différents. Bon. Alors, très beau portrait de femme, Jézabel, d'Irène Nemirovsky, de très beaux procès, portrait de femme vieillissante, une petite pépite, vraiment très très beau. C'est un livre sur le temps qui passe. Voilà, je recommande. Sinon, L'inutile beauté de Maupassant. Voilà, alors les autres nouvelles sont pas formidables, mais en tout cas L'inutile beauté, c'est la nouvelle de Maupassant. Il faut pas passer à côté de cette nouvelle. C'est sur une vengeance de femme qui, après 11 maternités, décide, elle en a marre, et elle décide de se venger de son mari d'une façon tout à fait savoureuse. Je recommande.
Voilà. Donc, je fais la part belle aux femmes. Hein. Et alors voilà, le dernier, le meilleur. Et j'ai un peu triché, j'ai pris cette collection-là. Pourquoi? Parce qu'il y a Sido, qui est un magnifique portrait portrait de la mère de Colette. Colette, c'est ma chouchoute. Et alors, dans cette édition-là, il y a un des textes que je préfère qui s'appelle Les vrilles de la vigne. C'est plein de petits textes qui sont des petits textes en prose et qui sont des bijoux de poésie. Voilà. C'est, à mon sens, les plus... Ouais, sur le top 3, c'est vraiment les plus beaux écrits de la littérature française. C'est Colette. Voilà. Si un jour j'écris comme Colette, j'aurais réussi ma vie. Voilà. Qu'est-ce que vous nous recommanderiez de Colette? Parce que j'avoue que moi, c'est une de mes lacunes, je ne l'ai jamais lu. Ah non, mais non. Bah, alors, déjà, on commence Sido et les vrilles de la vigne. Vraiment. Vraiment. Sinon, il faut lire Chéri, justement. Hein. On est dans le monde des comme je disais tout à l'heure, des demi-mondaines. Donc, Chéri et la fin de Chéri. Ça, c'est vraiment, il faut pas passer à côté. Et puis, bon, les Claudines. Mais, la vagabonde, merveilleux. Et mes apprentissages aussi. La vagabonde, c'est formidable. Et la vagabonde, d'ailleurs, j'ai pris en épigraphe de mon livre, une phrase extraite de la vagabonde. Soyez sûrs qu'une longue patience, que des chagrins jalousement cachés ont formé, affiné, durci cette femme dont on s'écrit « Elle est en acier ». Elle est en femme, simplement, et cela suffit. De femme et d'acier, vous voyez? Vous voyez comment la boucle est bouclée. Ah non, mais vous lisez beaucoup dans la semaine, vous arrivez à trouver le temps quand même de lire? Alors, je lis beaucoup, mais malheureusement pour mes contemporains, enfin, je pense qu'ils s'en fichent, mais je lis que des classiques. C'est terrible, mais je crois que justement, ouais, je me suis... Non, vraiment, Umberto Eco est une exception. Si je lis beaucoup Zweig, mais enfin, ça, c'est un classique aussi, finalement. Mais oui, je lis pas les auteurs actuels. J'ai un peu honte. Enfin, ça viendra. Hein. Pour votre travail? Comment? Ah bah si, pour mon travail. Mais je vais vous dire, mes élèves, ils mangent beaucoup de classiques avec moi. Donc un peu de littérature jeunesse quand même, mais vraiment, moi vous savez, j'ai vraiment envie de les ancrer dans le patrimoine français, de leur faire découvrir le beau langage, et tout ça se fait avec nos classiques. Quand ils arrivent à rentrer dedans, je vous assure que c'est des rencontres qui sont extraordinaires. Ils sont fiers après de connaître des poèmes de Hugo, de Baudelaire. Voilà, et comme ça, on est tous pareils. Je vous félicite à la fois pour cet amour de la littérature et puis pour votre livre. Merci pour votre travail. Merci pour votre travail, parce que c'est aussi grâce à des gens comme vous que la littérature... parce que c'est vrai que... Je prends mon exemple, moi je suis quand même très... Enfin, je suis vieux jeu, quoi. Les chaînes YouTube, tout ça, je connais pas trop, c'est pas mon quotidien. Mais c'est super que vous puissiez transmettre ça par ce genre de voix. Et mes élèves, évidemment, je vais leur dire, allez écouter ces podcasts, ces émissions, et certains le feront, c'est évident, j'en suis certaine. C'est très gentil. Merci encore d'avoir accepté l'invitation, et prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien, un nouveau podcast de l'art des livres. Au revoir.